Et coucou et bienvenue entre deux pages. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. C'est mes lectures de fin janvier. Donc logiquement vous verrez ça fin mars, début avril. Je suis à la bourre dans mes points lecture, mais j'ai envie quand même de vous parler des lectures que j'ai fait dernièrement. Donc il va y avoir, c'est un petit point lecture, il va y avoir 3 romans et 3 graphiques, dont une série de graphiques dont je vous ai déjà parlé, donc ça va aller relativement vite. Donc je vais commencer par un premier roman qui est un roman jeunesse. Je vous le mettrai ici parce que je l'ai emprunté à la médiathèque. C'est une série que j'emprunte au fil du temps et franchement je suis assez fan de cette série. C'est Sherlock Lupin et moi, le tome 8, Le secret de l'œil d'Horus. C'est chez Albin Michel Jeunesse. C'est une série que j'emprunte à la médiathèque assez régulièrement, enfin dès qu'ils achètent un tome, je me rue dessus quand c'est en nouveauté. Et c'est une série que j'aime beaucoup où on va suivre du coup Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler qui sont des adolescents, enfin qui sont adolescents et qui du coup sont amis dans leur adolescence. Donc au fil des tomes on va les suivre et là ils commencent à être quand même assez âgés entre guillemets, enfin ils ont 16 ans je crois dans ce tome là. Comme dans tous les tomes, il va y avoir une enquête. Là, on est sur de l'égyptologie, sans surprise, et en fait des égyptologues qui vont être retrouvés morts chez eux de manière assez... Enfin, un mort chez lui, et l'autre mort carrément au British Museum, dans un sarcophage de momie, si je me rappelle bien. Et franchement, c'était encore une fois une lecture doudou pour moi. C'est vraiment des lectures doudou. Ce duo d'auteurs, parce que Irène Adler est un pseudonyme pour Piero Domenico Baccalario et je ne sais plus, je ne sais plus son nom. Et franchement, c'était une super bonne lecture. J'ai adoré encore une fois suivre les 3 compères. On en apprend un petit peu plus sur les déboires d'Arsène. Et Irène essaye encore une fois de sauver la mise. C'est un petit peu compliqué. Les relations entre les 3 personnages, un pseudo-triangle amoureux, se dessinent un petit peu. Et franchement, c'est une très très bonne série si vous aimez tout ce qui est roman policier jeunesse. Voilà, c'est trépidant. Moi j'ai adoré, j'adore à chaque fois suivre les personnages et leur évolution d'un tome à l'autre. Et j'ai hâte que le 9e tome soit acheté par la médiathèque pour pouvoir l'emprunter. Les dessins d'en-tête de chapitre sont très chouettes et franchement ça me convient très bien comme série. C'est vraiment une lecture très agréable. Les 2 romans suivants sont des relectures. C'est des choses que j'avais lues pour une des premières lectures dont je me souviens en tant que lectrice, donc c'est quelque chose que j'avais emprunté, un des premiers livres que j'avais emprunté à la bibliothèque quand j'y avais été avec ma mère, je devais avoir 8-9 ans. C'est quelque chose que j'avais adoré, que j'avais emprunté en édition, vous savez, avec les couvertures cartonnées, une vieille édition. Et là, donc ça avait été un coup de cœur. J'avais adoré le film qui était sorti en milieu des années 90, je crois. Et là, voilà, je me suis replongée dans cette histoire et c'est la même chose. J'ai eu le même coup de cœur. J'ai re-regardé le film parce que j'avais tellement envie de me replonger dedans que voilà, j'ai un petit accès de nostalgie avec cette lecture. Donc c'est Le Jardin secret de Franz Hudson Burnett. Donc là, c'est l'édition chez Folio Junior. J'ai adoré cette relecture. Ça a été encore une fois pas une découverte, mais j'ai adoré cette aventure. Donc là, dans cette histoire, on va suivre Marie Lennox, qui est une petite fille qui doit avoir une dizaine d'années, qui a été élevée aux Indes par ses parents et en fait il y a une épidémie de choléra, elle se retrouve orpheline à la suite de cette épidémie. Et du coup, elle est transférée en Angleterre chez son oncle, dans un manoir assez lugubre au milieu de la lande anglaise. Et en fait, c'est une enfant absolument exécrable au départ, très très revêche,
qui sourit jamais, qui râle tout le temps, qui veut pas, qui n'a pas du tout d'autonomie parce ses parents avaient des serviteurs en Inde et du coup elle n'a jamais appris à se débrouiller toute seule ni à être toute seule d'ailleurs. Et il va falloir du coup qu'elle s'autonomise en arrivant en Angleterre et elle va découvrir la lande, elle va découvrir les habitants de cette Angleterre qui sont assez bourrus de prime abord et puis qui s'ouvrent petit à petit à cette petite fille qui découvre une capacité d'émerveillement face à la nature, face aux animaux et à un fameux jardin qui n'a pas été ouvert depuis 10 ans. Je vous en dis pas plus parce que franchement c'est une histoire à découvrir, c'est un classique de la littérature jeunesse, vraiment à découvrir parce que c'est magique quoi. Donc lancez-vous dans le jardin secret si vous ne connaissez pas parce que c'est un petit bijou. Ma deuxième relecture, pareil, coup de cœur quand je l'ai lu lycée ou à la fac. J'avais adoré, ça m'avait foutu un point dans l'estomac cette lecture, c'était terrible quoi. J'ai des souvenirs d'avoir eu le souffle coupé, d'être complètement happée par cette lecture. Et là, c'était exactement la même chose. J'ai fait cette relecture en audio. Oh, c'était terrible. C'est aussi terrible à la relecture qu'à la première lecture. Et voilà, ça m'a juste donné envie de plonger dans le deuxième tome qui est sorti il n'y a pas très longtemps. De continuer la série parce que la série est plombante mais absolument génialissime. L'actrice principale joue admirablement bien le rôle. On est sur La Servante écarlate de Margaret Atwood. Donc là, c'est la version chez Robert Laffont, Pavillon Poche. C'est la version dans laquelle je l'ai lu au départ. Comment vous dire? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas La Servante écarlate, c'est un roman de science-fiction adulte. On est dans une société, on comprend à demi-mot qu'il s'agit des anciens États-Unis d'Amérique, où une république religieuse s'est mise en place petit à petit, où les femmes ont petit à petit perdu tous leurs droits et où une espèce de société de caste a été mise en place pour les femmes comme pour les hommes d'ailleurs. En fait, il y a plusieurs catégories de femmes. Il va y avoir celles qui gèrent la cuisine, le ménage dans les maisons. Il va y avoir les épouses, qui sont les femmes des hauts dignitaires et des hommes riches, tout simplement. Il va y avoir ce qu'ils appellent les éconofemmes, qui sont des femmes qui font tout, mais qui sont les épouses de gens pauvres ou modestes, qui sont un petit peu des sortes de parias, en fait, dont on ne parle d'ailleurs pas beaucoup dans le livre, mais voilà, c'est très. Il y a deux sociétés entre guillemets. Il y a la société des riches et la société des pauvres. Et il y a donc la servante, enfin les servantes, dont une qu'on va suivre tout au long de sa descente un petit peu aux enfers. Les servantes qui sont des femmes fertiles dans cette société où la natalité est en chute libre. Et en fait, les femmes qui ont déjà eu des enfants ou qui ont été testées fertiles et qui vont être mises au service des familles riches pour leur procurer des enfants, une descendance. C'est absolument glauquissime, parce qu'on est dans la tête de la narratrice. Donc on sait par la série qu'elle s'appelle June. On n'a pas la notion de son prénom dans le livre. À aucun moment on l'appelle de Fred en fait, parce que dans cette société elles sont appelées par le prénom de leur possesseur, de leur commandant. On va suivre de Fred dans sa vie, dans cette espèce de maison-prison, là où les seules sorties autorisées sont celles pour aller faire les courses, avec une compagne qui est aussi servante, et où chaque mot, chaque geste, tout peut être interprété de façon à lui nuire et à faire en sorte qu'elle meure, qu'elle soit dénoncée et qu'elle meure. Donc c'est absolument flippant,
c'est plein de tensions sous-jacentes, il y a plein de non-dits. On est avec cette femme qui n'est pas... C'est clairement pas une héroïne du tout, parce que c'est une femme qui est vraiment dans cet engrenage, qui a été prise dans cet engrenage et qui va se battre pour survivre avec en point de mire retrouver sa petite fille qui lui a été enlevée. Son mari de l'époque d'avant, clairement elle n'a pas trop d'espoir de le retrouver parce que vu comment ils ont été séparés, elle a peu d'espoir qu'il soit encore vivant, elle pense qu'il a été tué. Mais sa petite fille, elle sait pertinemment que vu que c'est une fille, on va l'avoir mise à l'abri. Bon, c'est un moyen de pression sur le fait qu'elle fasse ce qu'on lui demande, mais clairement elle est prête à tout en fait pour pas qu'on fasse du mal à sa fille et pour survivre, pour pouvoir un jour peut-être revoir sa fille. C'est terrible parce qu'on se dit oui mais pourquoi tu te rebelles pas, mais non, elle ne peut pas se rebeller. C'est une société où toute rébellion est réprimée de façon violente et immédiate. Et c'est impossible en fait, c'est impossible pour elle, elle ne peut pas. J'en ai discuté beaucoup avec des filles avec qui j'ai fait une lecture commune et ça les a extrêmement perturbées, le fait que cette femme se laisse faire en fait. Voilà, ne se rebelle pas, mais le problème c'est qu'elle ne peut pas. Voilà, c'est vraiment un livre qui vous happe parce que c'est une société qui s'est mise en place petit à petit de façon très, très sournoise, très insidieuse, par petites touches en fait. Et au bout d'un moment, elle s'est retrouvée à être dans ce fameux centre rouge dont elle nous parle, élevée, rééduquée de façon assez complètement violente par ce qu'ils appellent les tantes, c'est-à-dire des femmes assez âgées, complètement omnibulées par la religion. En fait, tout est basé sur la religion et sur un des personnages bibliques qui demande à sa servante d'accoucher sur ses genoux. Enfin bref, il y a tout un passage de la Bible qui est beaucoup cité dans ce bouquin et qui sert de base en fait à la croyance de cette société. Donc la société de Gilead, c'est monstrueusement bon en fait. C'est extrêmement bon, horrible mais extrêmement bon. En fait, il y a à la toute fin du livre, des notes historiques qui expliquent plus ou moins l'évolution en fait de la société de Gilead, qui se passe des années après le livre. Et en fait, cette partie sur les notes historiques ne m'a pas forcément convaincue. On ne sait pas tout. Et en fait, on n'a pas envie de savoir. C'est un truc tellement... Ça vous met tellement une claque que juste ça suffit. Donc un extrêmement bon roman de science-fiction. Clairement pas à conseiller si vous êtes une âme sensible, parce que c'est très dur. Mais c'est vraiment un livre nécessaire à mon sens, qui fait beaucoup écho à des sociétés qui existent. D'ailleurs, dans les notes de l'auteur, Margaret Atwood le précise, elle s'est basée en fait sur une vingtaine de faits historiques de plusieurs sociétés et en fait elle en a fait la synthèse dans Gilead. Donc la société de Gilead telle qu'elle est décrite n'a jamais existé, mais chaque élément de la société de Gilead a déjà existé dans la vraie vie. Donc c'est absolument glaçant de penser que quelque chose dans ce livre a été vrai à un moment de l'histoire ou est encore vrai à l'heure d'aujourd'hui. C'est juste glaçant. Lisez ce livre, il est excellent. C'est une grosse brique, mais franchement ça se lit tout seul. Pas à lire le soir pour vous endormir. Voilà. Pas vraiment un livre de détente, mais un très très bon roman. Et je vois que j'ai déjà papoté 20 minutes sur 3 livres. On va y arriver. Donc je vais finir par les graphiques. Je vous les mettrai tous ici parce que je les ai tous empruntés et tous rendus. Donc je ne les ai pas. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est Sorceline, le tome 3, au cœur de mes origines, de Sylvien Douillet. C'est la suite des aventures de Sorceline. J'ai beaucoup aimé ce
tome 3, notamment la fin, qui met encore un gros cliffhanger. On a encore envie de savoir la suite parce que là, la révélation de fin, grosse révélation à la fin. Là, on va suivre donc Sorceline qui va enquêter sur les fameuses statues qui ont eu cours dans les tomes d'avant. En fait, les gens de l'île de Vore ont chacun été transformés en statue. Et il y a une seule personne qui n'a pas été retransformée. Donc, elles vont enquêter pour savoir pourquoi, pour savoir qui est le fameux magicien qui a transformé et qui a fait ces statues. La révélation sur ce mystère est dévoilée et franchement c'était pas mal. Ce twist est assez bien. Les graphismes comme toujours sont hyper colorés et hyper mignons. C'est une série, si vous êtes amateur de tout ce qui est fantasy et créatures fantastiques, allez-y parce que c'est vraiment très joli. L'intrigue un petit peu scolaire à la Harry Potter, parce que c'est sur une île magique, c'est très bien et très bien construit. Je ne peux que conseiller cette série. Et on va terminer par deux coups de cœur, mais vraiment des gros coups de cœur. Le premier coup de cœur, sans surprise, j'ai terminé enfin la série Le Maître des Livres de Umiharu Shinohara chez Komiku. Qu'est-ce que c'était bien. Donc j'ai lu 4-5 tomes. Les 4-5 derniers tomes. On va avoir du coup le fin mot de l'histoire sur l'histoire d'amour de Monsieur Miyamoto, le passé de Mikoshiba qui va ressurgir, les petites amourettes des adolescents qui fréquentent et le fait qu'ils grandissent tout simplement et que leur goût de lecture change. La relation avec la librairie, la relation avec la bibliothèque scolaire qui est très intéressante, et le personnage de la propriétaire qui va prendre une place assez importante sur les derniers tomes, et les twists finaux de l'avant-dernier tome notamment, et du dernier tome, mais surtout l'avant-dernier tome. Le dernier tome étant on va dire un tome d'au revoir. Moi j'ai trouvé ça vraiment très beau parce que chaque personnage va avoir sa fin. Allez-y parce que c'est super. Il y a plein de références de littérature jeunesse classique qui donnent vraiment envie d'aller lire tout ça. Ce qui m'a fait marrer, c'est que je crois que c'est l'avant-dernier tome justement, il est question du jardin secret et j'étais en train de lire le roman en même temps, donc ça m'a fait écho et j'ai trouvé ça marrant. C'est vraiment très chouette, je vous conseille très très fortement cette série de manga qui est une histoire justement contemporaine avec des références de littérature jeunesse classique et on va dire des romances un petit peu, mais c'est très léger. C'est vraiment un manga feel good. Si vous n'avez pas le moral, lancez-vous dans la série. Elle fait 15 tomes, c'est très court quand même comme série. Une super série qui vaut vraiment le coup d'œil. Et ma dernière lecture coup de cœur du mois, c'était Culotté, le tome 2 de Pénélope Bagieux. Donc Culotté, si vous ne connaissez pas cette série, c'est une BD biographie. En fait, on va avoir des biographies, donc je crois qu'il y en a une quinzaine à peu près, une quinzaine de biographies résumées de femmes, soit célèbres, soit importantes dans l'histoire, enfin qui ont chacune eu un poids et un impact dans leur secteur, soit d'activité, dans leur art, dans leur vie, tout simplement des vies dignes d'être mises en scène. Donc on va avoir, ça va commencer par un portrait de la personne avec son nom et ses dates de naissance et de mort si elle est morte. Si c'est une personne contemporaine, la date de naissance bien évidemment. Et en fait on va la suivre de sa naissance on va suivre sa vie en fait sur, allez on va dire une dizaine de pages avec des petites cases. C'est des planches avec, je sais pas, une quinzaine de cases à peu près. C'est extrêmement fourni au niveau du texte. C'est très très expressif au niveau des visages. C'est très bien documenté, je trouve.
Après, au niveau des intentions des femmes, je suis pas sûre. Enfin, c'est interprété par Pénélope Bagieux, mais je trouve ça vraiment très beau, ces destins de femmes. C'est inspirant, c'est coloré et ça se termine en fait sur une double page qui illustre complètement la vie de ces femmes et je trouve ça magnifique. C'est vraiment une BD qui mériterait d'être lue par tout le monde en fait. Et y compris dans les écoles, d'être mise à disposition. Je trouve que c'est vraiment des BD très très instructives sur ces destins de femmes dont on n'a pas forcément... Enfin, dans ce tome 2, en tout cas, moi, il y avait certains noms que je connaissais, mais d'autres, absolument pas, clairement. Dans le premier tome, c'est des femmes très connues quand même. Dans ce tome 2, c'est plus intimiste. Il y a vraiment des femmes, bah oui, elles ont eu un destin absolument atypique, et pourtant, leur nom, enfin moi, leur nom ne m'évoquait absolument rien avant de lire cette BD. Et pourtant, ça m'a vraiment donné envie d'aller creuser plus. C'est ça qui est très bien avec cette BD, c'est on a envie d'aller chercher l'info et creuser ces événements, creuser ces périodes de l'histoire, creuser ces destins de femmes, voir ce qui en est sorti. Et à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Je pense que Pénélope Bagieux a fait vraiment des grosses recherches. Ça mérite vraiment d'être reconnu. Et voilà, c'est fini pour ce point lecture. Je suis désolée, je pense qu'il va être assez long, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de livres. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas, j'espère que je ne vous aurai pas perdu. Et j'espère aussi vous avoir donné envie d'aller lire ces extrêmement bons livres qui ont été pour la plupart des coups de cœur. Là pour le coup c'est un point lecture presque entièrement consacré à des coups de cœur. Donc j'espère que je vous aurai donné envie d'aller les lire. Si vous les avez lus aussi, n'hésitez pas à venir en commentaire en parler. Et puis voilà, je vous retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!